Alors, on a encore des gens qui sont en train de se joindre à nous, mais on va commencer maintenant. Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre aujourd'hui à moi pour ce webinaire offert par Au Mood Santé. Mon nom est Gabrielle Provencher. Je suis responsable clinique des services de gestion de crise chez Au Mood Santé. Alors, un peu d'informations sur Au Mood pour ceux qui ne savent pas notre entreprise, qui ne connaissent pas notre entreprise. On est un chef de file au Canada dans les domaines de la santé mentale et des traitements des dépendances. On offre un continuum de services de maintien et de réintégration au travail et de traitement en santé mentale par l'intermédiaire de plus de 4500 employés. Donc, notre gamme complète de services concerne entre autres le mieux-être organisationnel, l'aide aux employés et à leurs familles, les évaluations de santé mentale et les traitements en milieu hospitalier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, j'ai mentionné qu'il allait y avoir une période de questions à la fin. Donc, tout le monde est en sourdine pendant la rencontre parce qu'on a beaucoup de participants. Je pense qu'on est rendu à quasiment plus de 100 personnes ce soir. Alors, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez quand même les écrire maintenant. Je vais faire mon possible pour répondre à ce moment-là. Alors, au programme aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de la COVID-19 et les effets psychologiques sur les professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment un webinaire pour vous ce soir. On va parler des barrières et des défis auxquels vous avez fait face pendant la pandémie et que vous continuez de faire face. Donc, entre autres, les traumatismes, les préjudices moraux, l'usure de compassion et l'épuisement professionnel. On va parler évidemment des signes et des symptômes de détresse psychologique. Et on va vous offrir des stratégies de soutien et des ressources pour vous aider. Donc, les objectifs généraux ce soir, c'est de vous sensibiliser le plus possible aux conséquences psychologiques de la COVID, de bien comprendre pourquoi c'est important de reconnaître les symptômes chez les autres, mais surtout chez vous-même. On va aussi vous aider à prendre des stratégies pour réduire la détresse psychologique et pour vous permettre d'accroître votre bien-être et votre efficacité pendant la COVID et par la suite. Donc, quand on parle des effets psychologiques de la COVID sur les professionnels de la santé, ce qui est important à retenir ici, c'est que la COVID a causé beaucoup de changements dans nos vies et ces changements peuvent être déstabilisants, nous faire vivre des sentiments non seulement d'incertitude, mais d'inquiétude face à l'avenir. La pandémie a affecté beaucoup de sphères de nos vies, elle continue encore aujourd'hui à perturber notre vie de tous les jours, que ce soit notre sentiment de sécurité, notre santé mentale et beaucoup d'autres encore. Donc, des exemples de ça, ça peut être des difficultés financières, des gens qui auraient perdu leur perte d'emploi ou sinon quelqu'un près de nous qui a perdu leurs emplois. Donc, on doit subvenir aux besoins de notre famille, par exemple. Beaucoup de gens ont vu soit d'un côté une augmentation de la charge de travail, de l'autre côté, soit une diminution ou une perte d'emploi. Et évidemment, tout ce qui est l'isolement social, mais aussi l'inquiétude par rapport à notre santé et à la santé de nos proches. Alors ici, on voulait vous donner un peu de statistiques par rapport à quoi ressemble justement une situation de pandémie pour les gens qui travaillent dans le secteur du milieu hospitalier. Donc, il y a eu des études par rapport au SRAS en 2003 et donc les premiers rapports aussi relatifs à la COVID montrent tant bien que mal que les travailleurs de la santé éprouvent une anxiété, un stress et une peur considérable en ces temps-ci. Donc, ce qui n'est peut-être pas une surprise. Il y a aussi eu des recherches qui ont été faites en Chine au début de la COVID et donc les travailleurs, donc les répondants qui représentent environ 42% des répondants, souffraient davantage de dépression, d'anxiété, de détresse lorsqu'ils soignaient des gens atteints de la COVID, donc vraiment les gens de première ligne. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que les fournisseurs de santé comme vous sont particulièrement vulnérables aux effets de la COVID sur la santé mentale, surtout par rapport au risque accru d'exposition au virus à tous les jours, la crainte d'infecter les êtres chers, l'intensification des conditions de travail, puis souvent la pénurie là, des équipements de protection. Donc, les travailleurs de la santé qui fournissent des services directs pour la COVID deviennent encore plus impactés là, en termes de santé mentale lorsque leurs proches ont soit été infectés ou en quarantaine. Donc, ça vient vraiment augmenter les impacts. Et puis, il y a eu aussi des effets, des études qui ont été faites portant sur la santé mentale des travailleurs de la santé suite au SRAS. Et ce qui a été démontré, c'est que les effets de la COVID ou des pandémies pourraient durer, persister jusqu'à 3 ans après la pandémie.
Donc, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger et c'est ce qu'on va parler ce soir. Donc, comme on le sait, vous vivez à tous les jours des défis uniques en cette période de pandémie. Vous êtes exposés quotidiennement à des populations traumatisées à divers degrés. Vous occupez des postes à fonction et des fonctions à haut niveau de stress, ce qui peut entraîner des préjudices moraux, des traumatismes, de l'usure de compassion et de l'épuisement professionnel, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler des traumatismes. Donc, c'est quoi les traumatismes? C'est important de comprendre qu'il est très courant d'éprouver un certain stress, que ce soit dans notre vie de travail, dans notre vie personnelle. Donc, les facteurs de stress quotidiens, comme la conciliation des échéances de travail, le volume de travail, puis le besoin de concilier la vie travail-famille, sont des choses que la plupart d'entre nous vont vivre. On peut également affronter des expériences qui sont plus intenses, comme la maladie, la prise en charge d'un parent vieillissant, le stress continu au travail, les pressions financières ou le deuil d'un être cher. Et même les expériences heureuses comme se marier, avoir un nouvel emploi, peuvent causer beaucoup de stress. Donc, la plupart du temps, on est capable de passer à travers plusieurs types d'expériences humaines, qui soient prévues, imprévues, légères ou intenses. Quand on parle du mot traumatisme, ça vient vraiment décrire un événement ou une série d'événements ou encore un ensemble de circonstances qui sont vécues de façon néfaste physiquement ou émotionnellement et qui anéantissent notre capacité à surmonter les défis et qui produisent des effets indésirables sur notre bien-être mental, physique, social, émotionnel ou spirituel. Donc, quand on parle de la COVID, au début de la COVID, on pouvait parler d'un événement. Ça s'est passé très, très, très rapidement. On était en état d'urgence. Mais par la suite, on est devenu un peu plus dans un ensemble de circonstances, un ensemble d'événements et ça perdure dans le temps. Mais ça ne veut pas dire que les effets sont plus faciles. Donc, les événements traumatisants auxquels les travailleurs peuvent faire face se présentent sous plusieurs formes. On peut parler d'un accident, d'une catastrophe naturelle, de deuil ou d'expériences répétées qui se produisent de génération à la suivante. Par exemple, l'exposition à la violence familiale, les effets cumulatifs et historiques de la pauvreté, du racisme ou de la discrimination. Quand on parle d'un événement, d'une circonstance qui est traumatisante, c'est vraiment dans la façon que la personne les subit. Donc, la question de savoir si un événement est vécu comme traumatisant dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, la capacité d'adaptation d'une personne, les sources de soutien et les facteurs communautaires ou culturels, par exemple. Donc, la nature du traumatisme, les conséquences de l'incident, les conditions de santé mentale préexistantes sont tous des exemples qui peuvent influencer une réaction au traumatisme. Et c'est ce qu'on appelle le type d'attribution. Donc, c'est vraiment le processus d'inférence des causes d'un événement ou d'un comportement selon l'histoire personnelle de chacun. Ce qui est important aussi de se souvenir, c'est que les incidents critiques deviennent traumatisants lorsqu'ils dépassent notre capacité à les surmonter. Donc, un même incident ne sera pas vécu par deux personnes différentes de la même façon. C'est vraiment la façon dont on vit l'événement qui détermine s'il est traumatisant. Par exemple, plus on pense que notre sécurité est atteinte ou qu'il y a eu un danger de mort, plus l'effet va être néfaste. Et évidemment, certains groupes de travailleurs sont plus à risque que d'autres d'être exposés à des circonstances ou à des événements traumatisants comme vous, les premiers répondants et les travailleurs de première ligne. Donc, c'est quoi les causes des symptômes liés au traumatisme? Alors, il faut savoir qu'on est né avec un système d'alarme intégré, donc qui vient de l'amygdale, qui nous avertit en cas de danger. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, sûrement vous avez déjà entendu parler de ça, les réactions de lutte ou de fuite. On peut aussi parler du sentiment d'être figé, donc de ne pas réagir, de vouloir se cacher. Évidemment, ces réactions-là sont vitales pour notre survie. Dans le temps des hommes des cavernes, c'était ça qui donnait l'alarme au cerveau, qui nous disait qu'il y avait un danger et qui donnait l'alerte à notre corps de faire quelque chose ou de rien faire et de se cacher, évidemment. Donc, quand on est activé par ce stress-là, le système nous prépare à l'action et donc, c'est vraiment une réaction normale à une situation qui est perçue comme dangereuse. Normalement, quand le danger quitte, le système d'alarme revient à la normale. Par contre, quand on vit un traumatisme, une fois le danger passé, au lieu que notre système d'alarme revienne à la normale sous l'impulsion du système nerveux parasympathique, on voit alors que le traumatisme va entraver notre fonctionnement de notre système d'alarme. Et donc, on ne peut plus déterminer s'il y a un danger réel ou non.
Par exemple, si on a eu un accident de voiture et que la semaine suivante, on se promène dans la rue puis on entend une voiture qui freine brusquement, on va évidemment devenir dans un état d'alerte. Donc, on devient dans un état constant d'hyperexcitation. On tente de détecter les menaces éventuelles. On essaie d'élaborer des plans de fuite ou on essaie d'éviter carrément là, de se retrouver dans la même situation, par exemple, dans une voiture. Donc, un traumatisme va venir altérer notre souvenir du traumatisme comme tel, ce qui rend le processus d'assimilation encore plus difficile qu'il l'était auparavant. Et finalement, un traumatisme peut aussi avoir un effet sur le langage et la capacité à gérer certaines émotions comme la colère. Alors, évidemment, quand on parle de traumatisme, on parle d'éléments déclencheurs, de facteurs déclencheurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'un facteur déclencheur est décrit comme un événement, un objet ou un signal qui suscite des sentiments d'anxiété, de peur ou de colère. Donc, par exemple, dans le cas qu'on vient de parler, ce serait les bruits de frein d'une voiture. Par rapport aux personnes du milieu hospitalier, certains déclencheurs pourraient être des responsabilités écrasantes au travail, de la violence de la part de patients et de leur famille, ce qui est quelque chose qui est malheureux, mais vécu par la plupart des gens du milieu hospitalier, de voir des plaies ouvertes, des hémorragies, tout ce qui est question de fin de vie. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites et les cauchemars que font les infirmières sont souvent liés à la participation aux questions de fin de vie. Et plus que la moitié des infirmières rapportent que l'anxiété, qui vivent de l'anxiété par rapport à avoir une charge trop lourde de travail. Alors, quand on parle d'un élément déclencheur, qu'est-ce qui arrive dans le cas des traumatismes? C'est qu'il va y avoir cet élément déclencheur-là qui va nous raviver le souvenir implicite du traumatisme. Donc, on va devenir dans cet état d'hyperexcitation. Donc, notre peur va s'intensifier. On va percevoir le milieu comme dangereux. Et étant donné qu'on va penser que le danger est partout, on va devenir encore plus vulnérable aux facteurs déclencheurs. Donc là, c'est la roue qui tourne. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vraiment apprendre à reconnaître ces déclencheurs-là ce qui est un aspect important de la gestion des symptômes. Autre chose, il faut vraiment intervenir le plus rapidement possible pour interrompre la boucle de rétroaction par rapport à utiliser la perception consciente et l'expérience que je suis en sécurité dans mon milieu, faire une analyse rationnelle de ce qui se passe autour de nous et de pouvoir à ce moment-là gérer nos réactions aux facteurs déclencheurs et promouvoir l'autorégulation, qu'on va parler plus en profondeur. Donc, il y a beaucoup de signes et symptômes provoqués là, par un événement traumatique. Donc, chaque symptôme, évidemment, diffère d'une personne à l'autre et ne sont pas statiques dans le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer selon les journées et les moments. Par exemple, des signes physiques, on peut parler de difficulté à respirer, étourdissement, épuisement, nausées, sueur. Pour ce qui est des signes cognitifs, on pourrait parler de désorientation, de trous de mémoire, déficit d'attention. Pour les signes émotionnels, ça pourrait être de l'anxiété, de la culpabilité. D'ailleurs, on va parler plus en détail de la culpabilité plus tard. Les signes comportementaux pourraient être un repli sur soi, de l'isolement, augmentation de la consommation et de l'abus de substances. Donc, on a parlé des signes et des symptômes de façon plus générale, mais à quoi pourrait ressembler un traumatisme au travail? Donc, on a donné beaucoup d'exemples, mais au travail, que ça pourrait ressembler, c'est souvent ce qu'on voit, c'est des difficultés à se concentrer, difficultés à gérer son temps, accomplir ses tâches, fatigue excessive, difficultés relationnelles au travail et donc baisse de rendement, retard, absence. Alors, c'est vraiment une interruption de nos comportements habituels. Donc, c'est vraiment un changement, une rupture dans nos habitudes de vie, quelque chose qui est un peu anormal de vivre de notre côté. Alors, on va parler maintenant des préjudices moraux. Peut-être que c'est un concept qui est nouveau, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un concept qui a été associé aux soldats en temps de guerre parce que le préjudice moral vient vraiment entraver nos valeurs personnelles, que ce soit des valeurs de sécurité, nos valeurs ancrées profondes de justice. Et donc, le parallèle que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'en tant que travailleur du milieu hospitalier de la santé, vous avez été un peu ces soldats-là pendant la pandémie. Vous vous êtes réveillés à tous les jours, vous avez fait face à des choses extrêmes
Et donc, c'est pour ça que maintenant, ce terme-là est de plus en plus utilisé pour les travailleurs de première ligne et les premiers répondants. Alors, un préjudice moral, c'est vraiment l'incapacité de contextualiser ou de justifier les actions personnelles ou les actions d'autrui qui viennent contredire nos valeurs préexistantes. Donc, un préjudice moral causé par d'autres personnes et qui viennent transgresser nos convictions profondes sont fortement associés à la culpabilité, à la honte et aux symptômes de stress post-traumatique. Donc, il est important de faire la distinction entre un préjudice moral qui est porté par soi-même, à ses propres croyances, et le fait d'être témoin d'un préjudice moral causé par autrui, ce qu'on peut appeler comme une trahison, parce que la détresse qui va en découler va être différente. Donc, pour être un peu plus précise, dans des exemples concrets de préjudices moraux en milieu hospitalier pendant la COVID, ça pourrait être, par exemple, de ne pas être en mesure de secourir tous les patients qui ont besoin d'un ventilateur ou de savoir qu'il y a des patients qui ne pourront pas recevoir de soins par manque de ressources. Donc, ça, ce serait un exemple de préjudice moral personnel. Un autre exemple, ce serait de ne pas recevoir assez d'équipements de protection pendant la pandémie, et ce qui serait donc un conflit de valeurs avec les superviseurs et l'institution pour laquelle on travaille, donc un préjudice moral envers autrui. Comme on peut le voir ici, dépendamment de la nature du préjudice moral, les réactions émotionnelles peuvent varier. Donc, la gestion de nos réactions émotionnelles est donc vraiment essentielle pour favoriser la santé mentale et le bien-être des gens comme vous qui travaillez là, dans le milieu de la santé pendant la COVID et pour prévenir les préjudices moraux. Alors, quand on parle d'un individu qui agit d'une manière qui transgresse ses propres convictions morales, on va parler de sentiments de culpabilité, de honte, le fait de se sentir embarrassé. Si l'individu est en conflit avec le comportement immoral ou contraire à l'éthique d'autres personnes, à ce moment-là, on va parler plus de mépris, de colère et du dégoût. Et c'est une différence à remarquer pour le travail thérapeutique qui est lié à ça. Quand on parle aussi de préjudice moral, on se ramasse aussi on a parlé tantôt dans le traumatisme, il y avait cette roue qui tournait là. Quand vient le temps de la blessure morale, c'est un peu la même chose qui se passe. Donc, on va vivre une transgression, il y a un individu qui va agir d'une manière qui va transgresser ou renier ses propres convictions morales profondes. Et puis, après ça, il va y avoir un conflit qui va s'ensuivre. L'individu va être confronté à un conflit intérieur, puis il va peut-être même se demander comment il a pu agir de la sorte, pourquoi il a fait ci, donc vraiment lourde responsabilité. Et donc, ce qui va arriver après ça, c'est qu'il va y avoir une attribution interne qui va se passer. La personne va s'attribuer l'acte de transgression à l'échec moral et se dire des choses comme « je suis une mauvaise personne »,« tout est de ma faute ». Donc, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des gros sentiments d'honte, de culpabilité, d'anxiété. Et ces sentiments-là vont effectivement amener la personne à se replier sur soi-même, vivre de l'isolement. Et donc, cette incapacité de se pardonner-là, le fait de s'isoler, et ça va augmenter justement le fait que la personne va peut-être se taper sur la tête et ne pas être capable de se pardonner. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Comme vous le voyez ici, on va retomber dans les sentiments de honte, de culpabilité ou d'anxiété, et ce qui va faire que la roue va tourner. Et on va vivre peut-être des choses comme des symptômes de choc post-traumatique, peut-être de l'automutilation, l'automédication, les pensées intrusives et toutes ces choses-là. Donc, le message clé ici, c'est que le cycle peut être interrompu à n'importe quel stade, puis prévenir ainsi un préjudice moral. Donc, ce qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est d'aller chercher de l'aide professionnelle pour pouvoir travailler sur ces sentiments-là. L'autocritique vient aussi exercer un effet vraiment négatif sur l'état émotionnel pendant le conflit intérieur. Puis ça peut être intégré aux opinions négatives qu'une personne a d'elle-même. Donc, plus on va rester dans l'autocritique, plus on va se replier sur soi-même, plus on va vivre des sentiments vraiment négatifs. Donc, pour gérer les pensées autocritiques, c'est vraiment important de prendre conscience au moment où elles se produisent, de reconnaître leur présence et leurs effets négatifs, et faire preuve d'autocompassion, ce qui sont toutes des choses, d'ailleurs, qu'on va aborder plus tard aujourd'hui. Alors, un autre élément clé du concept de préjudice moral est le sentiment de trahison. Donc, une des composantes principales, c'est qu'une personne va se sentir trahie quand elle fait face à des situations répétées qui entravent ses valeurs personnelles. Donc, cette trahison-là va amener un bris de confiance envers la personne
ou l'institution qui est perçue comme ayant trahi, et ce qui vient impacter considérablement la santé mentale de la personne qui en est victime. Par exemple, ça va créer des réactions émotionnelles intenses. Et l'intervention principale qui est recommandée à ce moment-là pour apaiser ce sentiment de trahison-là, c'est le pardon. Donc, quand on parle de pardon, c'est vraiment un processus pour la personne qui pardonne et non pas sur celle qui est pardonnée. Donc, c'est vraiment pas un processus d'exonération, d'oubli, d'excuse ou de réconciliation, mais c'est vraiment pour réduire les pensées, les sentiments de colère ou de vengeance de la personne qui pardonne. Donc maintenant, on va parler de l'usure de compassion et l'épuisement professionnel. Ce sont des termes interreliés que souvent on mélange, sont très similaires, mais il y a des différences dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'usure de compassion, c'est vraiment le devoir d'empathie du soignant. C'est vraiment le lot des soignants. Ça désigne l'épuisement émotionnel et physique profond qu'on peut ressentir les professionnels des soins de santé ou en santé mentale au cours de leur carrière. Donc, c'est vraiment le sentiment de ne pas être capable de recharger ses batteries ou à se revitaliser. Les gens pensent souvent que l'usure de compassion chronique est une sorte d'épuisement professionnel, mais ce n'est pas la même chose totalement. L'usure de compassion chronique, ça vient vraiment d'une exposition prolongée de faible intensité à des deuils répétés. Donc, ces effets cumulatifs-là peuvent persister, être renforcés au fil des mois ou des années et transformer la vie intérieure de la personne de manière inattendue. Ce qu'on va aborder certains de ces effets plus loin. Et l'épuisement professionnel, de l'autre côté, c'est une sorte de crise d'estime de soi qui résulte de charges de travail et d'attentes qui dépassent nos capacités et nos ressources qui sont imposées pendant plusieurs années. On va voir plus en profondeur c'est quoi l'épuisement professionnel dans un instant. Ce qui est vraiment malheureux dans ce cas-ci, c'est que l'usure de compassion et l'épuisement professionnel peuvent coexister. Donc, c'est vraiment important là, de bien les différencier et les reconnaître. Alors, pourquoi devrait-on se préoccuper de l'usure de compassion au-delà de l'effet négatif que ça a sur nous? Bien évidemment, c'est qu'il faut empêcher la négativité de se développer puis de s'envenimer dans un milieu de travail. Parce que l'usure de compassion non résolue peut être à l'origine d'un milieu de travail toxique. On le sait, avoir des comportements négatifs, c'est contagieux. Donc, ça se caractérise par une espèce d'engourdissement émotionnel, comme si la capacité d'avoir du plaisir ne peut plus être atteinte. Donc, les personnes qui souffrent d'usure de compassion chronique, souvent, vont avoir une tendance à être très négatives et pessimistes. Donc, ces gens-là qui ont leur verre toujours à moitié vide. Et donc, on a cette tendance-là à ne voir que les problèmes et ne plus tenir compte des plaisirs et des récompenses. C'est important, je pense qu'en faisant un travail comme le vôtre, de se rappeler la raison pourquoi on a fait ce travail-là dès le départ. Et on espère que la raison, c'était d'aider les autres. C'est souvent la passion qui nous amène à ça. Donc, quand on perd cette essence-là, de la raison pourquoi on fait ça en premier lieu, c'est déjà un gros indicateur comme quoi il y a peut-être quelque chose à aller creuser puis à aller vérifier davantage. Donc, les effets de l'usure de compassion, il y en a plusieurs. Si on parle du plan émotionnel, si ce n'est pas traité, votre qualité de vie, autant personnelle que professionnelle, va définitivement en être réduite. Donc, c'est non seulement une source de colère, de peur, d'anxiété, de stress, mais aussi cette espèce de sentiment d'être vidé va aussi se répliquer chez vous à la maison. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez des partenaires, des conjoints, conjointes, à ce moment-là, vous aurez peut-être vraiment moins de patience, plus d'irritabilité. Donc, vous aurez pu, ces sentiments-là de pouvoir donner, vous l'aurez pu. Vous êtes comme vidé. Et donc, vous pouvez, d'un autre côté, éprouver un sentiment exagéré de responsabilité. Donc, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous dire « je ne peux pas partir, on compte sur moi, je dois rester au travail ». Donc, ce sentiment-là d'être indispensable peut devenir extrêmement dangereux parce qu'on peut se sentir comme si on n'a vraiment aucun autre choix que de rester, de faire du temps supplémentaire. Ou de l'autre extrême aussi, on peut fortement être désensibilisé aux problèmes d'autrui et moins enclin à l'empathie, ce qui est aussi quelque chose de très, très sérieux, surtout dans le domaine de la santé. Quand on en vient à avoir moins d'empathie, ça peut vraiment avoir des incidences sur notre performance puis la façon qu'on traite nos patients. Sur le plan physique, on peut parler d'insomnie, de cauchemar, l'irritabilité, l'humeur changeante, les maux de tête, surtout affaiblissement du système immunitaire, donc beaucoup plus vulnérable aux maladies et aux virus. Donc, en tant que COVID, c'est définitivement quelque chose qui n'est pas souhaitable.
Sur le plan social, on en a parlé beaucoup, mais l'isolement, c'est définitivement quelque chose qui peut être très remarqué. Ça peut être aussi quelque chose de plus subtil, comme de moins en moins répondre aux appels téléphoniques de nos proches. Donc, c'est vraiment de regarder, est-ce que j'ai toujours autant de plaisir à passer du temps avec les gens que j'aime qu'avant? Donc, on parle de coupure de lien important avec autrui. Sur le plan professionnel, on va parler d'apathie, d'impression de danger permanent. Le cynisme, c'est définitivement quelque chose en relation d'aide, je pense, qui est comme le chose qu'on va utiliser pour faire des blagues des fois, mais quand c'est constant puis c'est lourd, c'est là que ça peut vraiment venir entraver la confiance en nos collègues, mais aussi un milieu de travail qui n'est pas sain. Et finalement, sur le plan spirituel, pour ceux qui sont spirituels, donc on peut avoir une perte de la foi, perdre des illusions quant à la bienveillance des autres et du monde. Donc, vraiment venir ternir notre vision qu'on a du monde, ça peut être aussi un symptôme. Alors, les effets d'usure de compassion, il y en a beaucoup. Encore une fois, si on regarde le continuum de stress minimal à stress grave, je vais vous poser une question. Vous n'avez pas à me répondre parce que c'est confidentiel, mais dans votre tête, si vous lisez cette liste-là, où vous situez-vous sur l'axe? Donc, relevez les signes ou les symptômes qui s'appliquent à vous. Encore une fois, je n'ai pas besoin de réponse. C'est vraiment juste pour votre propre réflexion. Donc, il est tout à fait normal de ressentir ces symptômes, certains symptômes pendant une courte durée, mais si c'est quelque chose qui persiste dans le temps puis qu'il y a beaucoup de ces symptômes-là que vous vivez, définitivement, tout ce qui est modéré, élevé, grave, c'est vraiment des symptômes à se poser la question, est-ce que je n'ai pas le besoin d'aller chercher de l'aide professionnelle? Alors, quand on parle d'épuisement professionnel, l'épuisement peut frapper n'importe qui se sent continuellement débordé. Ça a cet effet cumulatif-là, c'est très subtil. On néglige souvent les causes et les symptômes. Plus l'épuisement professionnel s'aggrave, on se donne des excuses. Je suis juste peut-être plus fatiguée ces temps-ci, plus irritable, mais ça évolue vraiment rapidement au fil du temps. Donc, des exemples d'un épuisement professionnel, c'est de manquer de maîtrise sur son travail. Donc, on est vraiment écrasé par notre charge de travail, nos responsabilités, nos pressions. On manque de soutien, on souffre d'isolement. On a vraiment le sentiment qu'on n'a personne pour nous soutenir, qu'on se sent abandonné par nos collègues et dans notre vie personnelle, que personne ne nous comprend. On ne parvient pas à concilier notre travail, notre vie personnelle. On travaille trop, on n'a plus de loisirs. Ou juste la pensée d'aller travailler nous rend très émotifs. Ça, c'est des symptômes aussi. Et évidemment, tout ce qui est d'évoluer dans une dynamique de travail dysfonctionnelle, c'est des facteurs là, de risque. Donc, de traiter avec des clients instables et parfois violents, de traiter avec des personnes hautement traumatisées et avoir des mauvaises relations avec des collègues. Donc, encore une fois, les conséquences de l'épuisement professionnel sont importantes, tant sur la santé mentale et physique d'une personne. D'un point de vue biologique, les experts sont pas encore arrivés à expliquer ce qui amène à l'épuisement professionnel. Par contre, tous les travailleurs qui vivent une période d'épuisement sont en situation de stress chronique. Donc, il s'agit donc d'un facteur important là, de vulnérabilité, ce qui est malheureusement le cas pour les travailleurs de la santé, surtout durant une pandémie. On a rajouté d'autres symptômes de l'épuisement professionnel, encore une fois, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Peut-être une autre question que je vous poserai maintenant de façon individuelle pour votre propre réflexion, c'est de réfléchir à savoir, est-ce qu'il y a des sujets qui ont été abordés dans la présentation jusqu'à maintenant qui vous rejoignent de quelque façon que ce soit. On va enregistrer le webinaire. Pour ceux qui se posent la question, on va pouvoir vous partager l'enregistrement dans la semaine du 7 décembre. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des notes aujourd'hui et de réfléchir aux symptômes, aux signes avant-coureurs que vous avez peut-être remarqués chez vous et de revisiter l'enregistrement à ce moment-là quand on va le partager et de voir est-ce que c'est vraiment le cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis ou sinon de revisiter les stratégies en santé mentale qu'on va parler aujourd'hui pour vraiment bien vous rappeler de comment pouvoir vous aider le plus possible. Alors, on a parlé beaucoup de ce que les travailleurs en milieu hospitalier comme vous peuvent vivre. Donc, maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Donc, les recherches mentionnent que ces stratégies-là ici mentionnées sont des éléments clés pour s'aider, s'entraider en situation de crise et de stress aigu. Donc, quand on parle de tolérer l'incertitude et la détresse, maîtriser les émotions,
pratiquer l'acceptation radicale, tout ce qui est la pleine conscience et la relaxation, pratiquer l'autocompassion et effectivement maintenir des liens sociaux. C'est toutes des choses qu'on va parler plus en détail pour la deuxième partie de la présentation. On passe beaucoup de temps à se soucier des autres quand on est en relation d'aide. On passe beaucoup de temps à se soucier des choses sur lesquelles on a peu de contrôle. Mais qu'est-ce qui arrive quand on se focus juste sur des choses qu'on ne peut pas changer? C'est qu'on utilise cette énergie-là émotionnelle en vain au lieu d'utiliser pour nous et pour des choses concrètes. Donc, si on regarde notre zone d'influence, ça, c'est juste des exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais si on prend, par exemple, les choses que je peux influencer, je peux choisir de prendre congé des nouvelles, de l'actualité. Je peux travailler sur mon attitude positive. Je peux influencer la façon dont j'engage avec les autres, donc mon niveau de civilité. Et à l'inverse, c'est quoi les choses que je ne peux pas influencer? Donc, les choses qu'il faudrait que j'arrête de me soucier, la durée de la pandémie, la façon dont les autres réagissent avec moi, les actes d'autrui, les motivations d'autrui, essayer de prévoir ce qui va arriver. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous. Et même la quantité de papier hygiénique au magasin, ce n'est pas des choses qu'on peut avoir du contrôle. Donc, ce qui est important en premier lieu, c'est d'adopter des stratégies de gestion des émotions. Donc, les émotions, c'est important de comprendre, ne sont pas mauvaises en soi. Même les émotions négatives ne sont pas mauvaises parce qu'ils nous amènent à avoir des réactions à certains événements. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait jamais en colère apprendrait jamais à se défendre ou à faire valoir ses points de vue, par exemple. Donc, les émotions sont importantes pour nous aider à guider nos comportements. Le problème, c'est quand les émotions sont toujours négatives ou toujours intenses, mais de façon négative. Donc, c'est là que ça devient un problème. Donc, c'est important non seulement de les identifier en premier lieu, donc qu'est-ce que je ressens, mais c'est important de les accepter et d'y faire face. Par contre, de l'autre côté, si on vit des émotions qui sont trop intenses pendant plusieurs heures, puis que là, ça vient dérouter notre fonctionnement, c'est là que c'est peut-être le temps de se dire, de se donner une pause et de focusser sur d'autres choses, puis de faire d'autres activités pour diminuer leur intensité. Donc, c'est important de prendre du recul, d'observer, de décrire nos comportements, puis en cas de doute, faire l'action contraire. Donc, si on a tendance à ruminer pendant des heures sur quelque chose qui est arrivé au travers, peut-être qu'au lieu de ruminer pendant des heures, c'est peut-être temps de couper ça court puis de dire « OK, je me laisse 5 minutes pour y penser, puis après ça, je pense à autre chose, je fais une autre activité pour me changer les idées. » En termes de schéma de pensée, on a tous malheureusement des façons négatives de réfléchir. Donc, quand on parle des émotions, les émotions ne nous décrivent pas, tout comme nos façons de penser ne nous décrivent pas. Par contre, les schémas de pensée improductifs peuvent affecter notre façon qu'on se conduit, puis nos émotions et nos comportements. Donc, c'est important vraiment d'être attentif à ça. Donc, les erreurs de perception les plus fréquentes qu'on fait peuvent être en termes de raisonner tout et rien. Donc, tout le monde est contre moi, rien ne fonctionne. Donc, ça, c'est des exemples. Sauter en conclusion. Donc, un exemple, ça peut être si une collègue ou un collègue de travail a claqué une porte et là, de se dire « Oh, ça doit être de ma faute, j'ai dû faire quelque chose la semaine passée, il doit me détester. » Donc, ça, c'est un exemple de sauter aux conclusions. De voir les aspects seulement négatifs d'une situation, faire abstraction des éléments positifs, même chose. De dramatiser la situation. Est-ce que ça vous arrive des fois de vivre quelque chose au travail qui est dans une autre situation, vous passeriez au travers, mais certaines journées, vous voyez ça comme une montagne. Donc, ça c'est aussi des signes quand on est épuisé. Et de faire des surgénéralisations, par exemple, personne ne m'aime, personne ne me comprend. Donc, ça, c'est des surgénéralisations et d'autres signes qu'on est épuisé aussi. Donc, ce qui est important de faire, c'est quand on parle de pratiquer l'acceptation radicale, on en a parlé dans notre zone d'influence. Donc, c'est vraiment reconnaître la réalité, les circonstances dans lesquelles on se trouve pour réduire la frustration et de pouvoir justement changer seulement les choses sur lesquelles on a du contrôle. On peut cultiver aussi nos façons de penser et on peut s'aider par prendre une distance de nos pensées. Donc, même chose quand on parlait de prendre une distance de nos émotions, ça peut être aussi simple de prendre une distance de nos pensées. Nos pensées ne sont pas toujours la réalité, ne sont pas toujours les faits. Donc, prendre un temps d'arrêt, observer la situation et la décrire, ça peut nous aider. Même chose pour penser comme un scientifique, de considérer nos pensées comme des hypothèses et non pas des conclusions formelles et solides.
recueillir des preuves, être objectif, trouver notre explication. Donc, est-ce que nos réflexions sont fondées sur des preuves ou seulement des perceptions? Qu'est-ce qu'on dirait aussi à un ami dans la même situation? Donc, se mettre dans la peau d'un ami qui vit une chose dans laquelle on vit. Donc, si on prend l'exemple du claquage de porte, si je raconte ça à une amie ou un ami, qu'est-ce que cette personne-là me dirait? Est-ce que ça se pourrait que ma personne me dise, mais est-ce que la personne ne vit pas d'autres choses dans sa vie personnelle qui n'est pas nécessairement reliée à toi? D'ailleurs, quand on est épuisé ou on vit beaucoup de choses, on a tendance à ramener tout à soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de faire attention, que c'est pas parce que les gens autour de nous vivent des choses ou il y a des situations que c'est nécessairement notre faute. Et cette culpabilité-là aussi, je pense que c'est quelque chose que les personnes en relation d'aide peuvent facilement être vulnérables plus que d'autres personnes. Et finalement, donc, se poser la question, est-ce que cet événement-là va avoir autant d'importance dans 5 ans, 10 ans? Donc, pour mettre les choses en perspective. On parle beaucoup de pratiquer la méditation, la pleine conscience, puis la gratitude. C'est des choses qu'on connaît pour la plupart des gens. C'est des choses qui ont gagné en termes de popularité. Mais vraiment, dans les faits, combien de nous le font de façon routinière? C'est pas toujours le cas. Donc, c'est toujours des bons rappels. Qu'est-ce que la pleine conscience? Donc, c'est vraiment un état de conscience qui nous permet de porter attention à une action qu'on fait de façon intentionnelle dans le moment présent sans le juger. Et quand on parle de ne pas le juger, c'est vraiment de laisser aller nos pensées pendant qu'on fait cette sorte de méditation-là et de les laisser aller. Ça peut être, par exemple, quand on fait de la vaisselle, juste faire la vaisselle, de ressentir l'eau chaude sur nos mains, de se concentrer sur les couleurs, les sensations. On peut faire ça à la pleine conscience n'importe où, n'importe quand. Donc, c'est un outil extraordinaire à faire. Même chose pour la gratitude. Donc, c'est prouvé par les études que d'avoir de la gratitude envers autrui cultive l'optimisme, puis à ce moment-là, nous permet d'avoir des pensées beaucoup plus positives. Donc, ça peut être à ce moment-là, juste le soir avant de se coucher, d'écrire 2-3 choses sur lesquelles on est content, qui nous soit arrivé aujourd'hui. Puis des fois, c'est pas d'aller chercher des choses très extraordinaires. C'est pas de dire j'ai pas gagné le million aujourd'hui, donc ma journée n'a pas valu la peine. Mais ça peut être des choses beaucoup plus subtiles comme quelqu'un m'a fait un sourire aujourd'hui au travail, quelqu'un m'a demandé comment j'allais, j'ai eu une discussion avec un inconnu sur un banc de parc, je me sentais seule aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Donc, c'est toutes des petites choses. Si on porte vraiment attention, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles choses autour de nous, mais il faut prendre le temps justement de prendre son temps pour les observer. Il y a aussi d'autres exercices quotidiens de méditation, de pleine conscience et de gratitude, comme la respiration consciente. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube qui nous aident avec la respiration profonde. Donc, de compter là, quand on respire, de maintenir notre respiration, de respirer, d'expirer, puis de retenir encore, ce qu'on appelle box breathing ou de la respiration là, en boîte. Tout ce qui est au niveau de la concentration, de vraiment prendre un moment pour se focusser sur une tâche, de ne pas multitasker. Tout ce qui est relâchement de l'attention, les exercices musculaires de méditation. Encore une fois, si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir en trouver. C'est vraiment de serrer là, nos muscles de la tête aux pieds graduellement pour pouvoir là, les relâcher après, ce qui nous permet une détente musculaire. Après ça, nous poser la question, qu'est-ce que la journée a apporté de bon? Donc, quand on parlait de focuser sur la gratitude et les mots d'appréciation. Les mots d'appréciation, ça peut être envers vous-même. Donc, se réveiller le matin et de se dire, à chaque matin, je vais me réveiller puis je vais me dire une chose positive sur moi-même, une chose positive sur pourquoi ma journée va être bonne aujourd'hui et pourquoi je suis contente de me réveiller aujourd'hui. Donc, juste ça, après plusieurs essais, plusieurs jours, ça va devenir comme une habitude ancrée. Puis si ce n'est pas envers vous, vous préférez le faire envers les autres, c'est aussi bénéfique. Donc, de donner des compliments envers les autres, des mots d'appréciation, c'est prouvé comme ayant un effet positif sur le cerveau. Quand on parlait d'autocompassion plus tôt, encore une fois, le lot de plusieurs soignants en relation d'aide, on n'est pas les meilleurs pour se mettre en premier plan. Je m'inclus là-dedans en santé mentale. On est vraiment bon pour dire à nos clients, nos patients quoi faire, mais quand vient le temps de s'aider, malheureusement, on n'est pas toujours les meilleurs à ça. Et surtout quand vient le temps d'être compatissant envers soi-même. Donc, c'est quoi de l'autocompassion? C'est vraiment de se dire,
d'être juste clément envers soi-même, de se dire, c'est correct, aujourd'hui, j'ai pas eu une bonne journée, aujourd'hui, je vais pas bien, puis c'est correct, c'est normal, ça va passer. Donc, de pas toujours vivre avec des attentes démesurées, que ce soit de la société ou ces messages-là qu'on entend d'autres personnes. Donc, de vraiment faire attention au monologue intérieur qu'on a. Puis demandez-vous si ce serait un ami qui se parlerait comme ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Probablement qu'on ne laisserait pas ça passer. Donc, de remarquer les moments où vous vous jugez sévèrement, faites plutôt un effort pour vous accepter et faire preuve de compassion. On fait souvent ça aussi avec plusieurs rôles qu'on a dans nos vies, que ce soit être parent, être collègue, être sœur ou frère ou être conjoint-conjointe. Donc, on se donne des pressions dans tous les rôles qu'on a, puis on a des attentes irréalistes d'être parfait dans tout, alors que c'est juste pas normal d'être parfait dans tout ce qu'on fait. Donc, quand on parle d'être compatissant envers soi-même, les 3 conditions de l'autocompassion, c'est de substituer la bienveillance au dénigrement, la communauté d'expérience à l'isolement, puis de favoriser la pleine conscience à la suridentification. Donc, c'est quoi la suridentification? C'est vraiment, comme je viens d'en parler, l'association extrême à un concept, une perception ou à une idée de soi. Donc, je devrais être ceci ou je devrais être cela. Maintenir des connexions sociales, encore une fois, on vit des temps difficiles qui ont vraiment secoué notre façon de connecter avec les autres. Même si on peut peut-être en ce moment pas voir les gens avec qui on veut partager nos vies, c'est vraiment important de continuer d'avoir un minimum de connexion, d'utiliser la technologie, le téléphone, mais c'est vraiment important de continuer à faire ça parce que l'être humain est un être social puis on a vraiment besoin d'avoir un sentiment d'appartenance dans un groupe. C'est vraiment un élément très important là, dans nos vies. Et donc, faites attention, par exemple, à vraiment prendre le temps là, de partager, d'avoir des conversations, de partager vos opinions, de connecter, puis vraiment de vous aider aussi, puis faire preuve de gentillesse. Je pense que le sentiment de communauté prend de plus en plus son sens dans les temps qu'on vit aujourd'hui qui sont difficiles. Donc, si on faisait juste un peu attention aux autres, puis un peu à maintenir une attitude d'entraide, ça pourrait vraiment changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, voici d'autres stratégies qui sont soutenues par la recherche. Donc, rien de trop sorcier, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation saine, la base. Par contre, combien d'entre nous vont couper dans le sommeil pour aller faire d'autres activités? Combien d'entre nous vont skipper leur lunch parce qu'on n'a pas le temps, vite au travail? Donc, avant toute chose, ces choses-là sont extrêmement importantes. Si on n'a pas ça, il n'y a rien qui va suivre et ça, c'est prouvé. Donc, la routine aussi, très importante, surtout dans les moments difficiles, d'essayer le plus possible de maintenir une routine, de maintenir un équilibre de vie, c'est extrêmement important. Donc, pendant la COVID ou même lors de moments stressants, je vous suggère d'essayer d'élaborer un plan de soutien qui comprend des trucs pour prendre soin de vous-même pendant la COVID. Encore une fois, vous allez pouvoir regarder l'enregistrement d'aujourd'hui, mais je vous encourage à vous donner un plan qui pourrait peut-être même avoir un code de couleur. Donc, si, par exemple, je suis dans le rouge, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Donc, être dans le rouge, ça pourrait être que mon cœur bat très, très vite, je me sens en colère, j'ai l'impression que je vais exploser. Ça, c'est quand je suis dans le rouge. Donc, qu'est-ce que je peux faire à l'inverse quand je suis dans le rouge comme activité pour prendre soin de moi? Donc, en voici quelques exemples ici à l'écran. Et comment je suis dans l'orange ou dans le jaune et dans le vert. Et de garder cette liste-là près de nous pour qu'à chaque fois qu'on aille au travail, que ce soit la laisser dans notre auto, dans notre station de travail, notre bureau, notre téléphone, bien, qu'on puisse avoir cette fiche-là rapidement accessible et pouvoir nous rappeler aussi comment prendre soin de nous le plus possible. Dans le même ordre d'idée, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des petits suivis quotidiens avec soi-même, de prendre des rendez-vous avec soi-même de façon quotidienne. Donc, ça peut être justement de prendre ce plan-là, de le revisiter, de dire, est-ce que j'ai fait une chose aujourd'hui pour moi? Donc, que ce soit une méditation de 5 minutes, il y a beaucoup d'applications qui peuvent vous fournir ça, que ce soit une marche de 10 minutes, que ce soit un exercice de pleine conscience, de serait-ce que 2 minutes,
Juste peut-être même s'enfermer à quelque part dans le silence pendant 3 minutes, ça peut être bénéfique, mais de faire quelque chose dont on a besoin puis de s'assurer que nos besoins sont remplis. Et donc, cette liste-là peut être vos outils de résilience et ça peut être vraiment important pour vérifier comment vous vous sentez d'une journée à l'autre. Alors, on a parlé beaucoup d'aller chercher de l'aide professionnelle si c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous rendez compte que peut-être qu'il est temps de faire cette étape-là. Alors, votre PAE est là pour vous aider. Donc, nous, au Maudit Santé, la plupart d'entre vous ce soir sont probablement couverts avec nous. Donc, on peut vous aider dans plusieurs situations. On a parlé d'usure de compassion, des traumatismes. On peut vous aider pour le stress. On peut vous aider pour même des soucis financiers. Des questions d'ordre juridique, des deuils, la consommation d'alcool ou de drogue, si vous avez besoin d'aide pour vos enfants, donc du coaching parental, du développement professionnel. Donc, on a beaucoup de services pour vous aider, pour vous soutenir. Et donc, le PAE est accessible sans frais, jour et nuit, 365 jours par an, 24/7. De façon confidentielle. Donc, j'insiste sur la confidentialité parce que souvent, les gens, ils n'osent pas nous appeler parce qu'ils pensent qu'ils vont appeler à leurs ressources humaines. C'est vraiment pas ça. On est une firme externe. On est agréé. On est complètement à l'externe. On couvre des centaines et des centaines de compagnies. On couvre des millions de vies de Canadiens et de Canadiennes, donc de façon confidentielle. Donc, quand vous nous appelez, vos employeurs ne sont pas au courant du tout. Et donc, c'est important d'insister là-dessus parce que je pense que la plupart des gens vont encore vivre avec la stigmatisation d'aller chercher de l'aide et c'est important de se rappeler que vous faites ça pour vous et non pas pour les autres. On offre aussi des services en cas d'urgence, d'aide immédiate. Si vous nous appelez, vous allez avoir accès à des professionnels 24/7. Donc, c'est des professionnels avec maîtrise, agréés. Vous pouvez avoir des services téléphoniques, vidéo ou en ligne à monrobweb.ca qui d'ailleurs a beaucoup de ressources, d'articles. Ça vaut la peine d'aller vérifier. On offre des services multiculturels et multilingues et on couvre aussi pour la plupart des contrats les conjoints et les personnes à charge. Alors, voici les numéros de téléphone de Maudit Santé en français et en anglais, pour ceux qui préféraient l'en anglais. Et finalement, pour ceux qui n'ont pas entendu parler d'Espace Mieux-être Canada, si jamais vous n'êtes pas couvert par notre PAE, c'est toujours une option qui est à vous. Ou si jamais vous connaissez des gens qui vivent des choses et qui n'ont pas accès à ces services-là, malheureusement, en temps de COVID, beaucoup de gens ont perdu leur travail. On est chanceux d'être fiers partenaires avec plusieurs autres organisations comme Jeunesse J'écoute, par exemple. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est financer par Santé Canada. Donc, en avril dernier, Justin Trudeau a annoncé qu'il donnait de l'aide à tous les Canadiens. Et nous, on est un fier partenaire là-dedans parce qu'on a travaillé avec le gouvernement pour pouvoir offrir à tous les Canadiens des séances de services de counseling gratuitement, téléphonique ou par vidéo, partout au pays, aussi par texto. Et avec Jeunesse J'écoute, on couvre aussi les enfants et les jeunes. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire pour tout le monde. Et c'était vraiment pour permettre l'accessibilité aux soins en santé mentale aux Canadiens pendant la COVID. Donc, vous pouvez aller sur notre portail qui est le ca.portal.gc ou nous appeler au 1-888-417-2074. Alors, ce serait maintenant le temps des questions. Je vois qu'on a déjà 3 personnes qui ont demandé. Donc, quelqu'un a demandé d'avoir une copie du PowerPoint. On ne donne pas la copie du PowerPoint comme telle. On a enregistré, c'est pour des questions de droits d'auteur. Alors, la rencontre est enregistrée. Vous allez recevoir un lien directement vers la semaine du 7 décembre pour avoir accès à l'enregistrement. Je vois qu'il y a des gens qui ont la main levée. Si vous avez la main levée, je vous suggérerais d'écrire votre question dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre directement. Oui, effectivement. Donc, on a quelqu'un qui a mentionné, c'est un très bon commentaire. Donc, pourquoi ne pas nommer les émotions comme désagréables et tout simplement ne pas leur mettre l'étiquette de négative? Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Surtout si les mots qu'on utilise peuvent avoir une grande portée. Donc, très bon commentaire à ce niveau-là. Donc, j'ai Mélanie Germain qui demande si le groupe avec qui l'on vit est notre entourage, mais aussi entre parfois en conflit avec nous par leur comportement.
donc ne considèrent pas la situation, le respect des mesures d'hygiène, comment faire pour rester en lien. Donc, c'est sûr à ce moment-là, Mélanie, de se poser la question, est-ce que ces personnes-là donc, sont qui dans notre vie, dans notre cercle? Est-ce que c'est des gens très, très, très proches de nous qu'on doit vivre au quotidien? Donc, peut-être un conjoint, mais sinon, c'est de se poser la question, est-ce qu'on doit continuer d'entretenir des relations avec des gens qui ne respectent pas nos besoins? Et si la question à l'inverse, c'est oui, c'est quelqu'un que j'ai dans ma vie que je dois garder, bien, c'est de se poser la question à ce moment-là si vous pouvez travailler peut-être avec quelqu'un pour voir comment je peux expliquer mes limites le plus possible, puis de vraiment rester là, dans mon bien-être, puis de respecter mes besoins en premier lieu. Parce que c'est vraiment, l'important, c'est vraiment de se mettre en premier lieu. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un d'anonyme qui a écrit « Vos stratégies sont très axées sur des stratégies de type auto-soin. Que pensez-vous des stratégies de type soutien entre pairs, soit sous forme de groupe de soutien ou autre? » Très bonne question. Je suis une fan des programmes par les pairs. D'ailleurs, chez Homo de Santé, je suis la spécialiste clinique qui a créé notre service de pairs aidants. Donc, on a commencé à offrir des formations de 2-3 jours pour le soutien des pairs aidants. Pourquoi? Parce que je crois absolument que des pairs, c'est une façon d'accéder aux services de santé mentale qui est beaucoup moins intimidante peut-être que pour quelqu'un qui n'a jamais été accédé à des soins professionnels. D'ailleurs, je crois que les soins professionnels, autant je suis une professionnelle de la santé mentale, autant je crois qu'il y a beaucoup d'autres façons d'accéder à ça. Et surtout, pour les gens de première ligne, pour les premiers répondants, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une espèce de culture qui est très difficile à pénétrer. Puis les programmes de pairs aidants, ça encourage beaucoup, beaucoup les gens à aller chercher de l'aide parce qu'ils se comprennent, ils se sentent compris, ils se sentent soutenus. Donc, excellente question. C'est très pertinent. Oui, quelqu'un demande de revoir la page de ressources, de coordonnées. Je les ai remis à l'écran. Si jamais vous avez besoin que je mette d'autres à cette table, vous me le direz. Donc, on a quelqu'un qui nous remercie pour la présentation. Donc, on a quelqu'un qui parle, qui demande l'usure de compassion, mais à la maison comme belle-mère, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies? Alors, merci de cette question. Parfaite question pour finir cette rencontre. Alors, écoutez, si vous vivez avec votre belle-mère en temps de COVID, chapeau. Non, c'est des blagues, mais est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies? Absolument. Donc, l'usure de compassion, c'est vraiment quand on vient en aide avec plusieurs personnes de façon quotidienne. Donc, si vraiment, la situation la plus difficile, c'est d'être un travailleur de la santé, d'aider les autres et de retourner à la maison et de devoir s'occuper d'autres personnes. Donc, que ce soit les enfants, un parent vieillissant ou d'avoir encore plus de relations avec d'autres c'est vraiment le don de soi. Donc, absolument, l'usure de compassion peut être utilisé dans plusieurs situations. Alors, il y a quelqu'un qui nous remercie pour la présentation. Elle dit que ça l'éclaire en tant que gestionnaire d'une équipe qui est délestée dans les services de santé, mais qui travaille habituellement avec une clientèle en services sociaux. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est pour ça qu'on a fait ça ce soir. C'est vraiment pour vous, les travailleurs de première ligne qui ont vécu tellement des choses extrêmes dans les derniers mois. Puis vraiment, le plus grand des respects à vous. Je travaille dans le département de gestion de crise, donc on fait souvent là, du soutien pour vos organisations, on déploie des gens là, sur place pour vous aider, dans le fond, aider les soignants. Et donc, je suis très à l'affût de ce que vous vivez en ce moment, puis c'est vraiment pas facile. Donc, je pense que ça conclut la période de questions. Je suis vraiment honorée d'avoir été ici ce soir et je vous remercie d'avoir été en présence avec nous aujourd'hui. On a eu plus de 120 personnes, total de 126 participants. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Et je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous.